Les oignons hâtifs à semer. Donc on a les petits oignons qui sont là à planter et il y a les oignons à semer. Là, il faut plutôt choisir encore une fois les hâtifs parce que les autres, ça va aller aussi. Mais ils vont mettre aussi longtemps que si on les a semés au printemps. Donc on n'a pas d'avantage, à part qu'on a plus de soins. Mais là, c'est encore une fois aussi pour avoir des oignons qu'on va manger tôt ou qu'on va laisser grossir. Donc on a le choix là. Un peu comme les petits oignons qu'on met avant l'hiver, ou on les mange tôt, ou on les laisse grossir. Et on aura des beaux oignons qui vont conserver relativement bien, mais peut-être moins bien que ceux qu'on plante au printemps. Donc il faudra peut-être les consommer un peu plus rapidement. Et ça, on le voit dès qu'ils commencent un petit peu soit à germer, soit à pourrir, ben, c'est qu'il est temps de les manger. De préférence, si vous faites les oignons, le semis en pleine terre. Ben maintenant, si on les sème à un autre moment, on peut repiquer des oignons, mais quand ils sont encore plus fins que les poireaux, ça marche très bien. À ce moment-là, on les met à la distance voulue. Voilà. Un semis bien espacé, donc pas trop dru, ou bien il faut démarier après. Donc si vous n'êtes pas sûr, et les oignons aussi, c'est des semences qui ne tiennent pas très longtemps. Si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez quand même en avoir suffisamment, on peut semer un peu plus dru. Mais si tout le monde y vient, il faudra alors en retirer en dehors. Si tu sèmes trop menu, tu n'auras peut-être pas grand-chose. Voilà, les échalotes de Jersey. C'est un oignon, mais avec la forme et un peu le goût d'une échalote. Je trouve aussi fort intéressant, parce que ça donne vraiment des beaux oignons un peu allongés, comme ça, comme une échalote, qui vont très bien à couper en cuisine et tout ça. C'est intéressant. Donc, les oignons, c'est de 113 000, 113 030. Donc, de là à là. Alors, les échalotes de Jersey, c'est 68,090, donc 90. Les cébettes, c'est un oignon aussi, mais qui pousse comme un poireau. Il a un goût d'oignon. Et en principe, il n'est pas attaqué, lui. Bon, non, ça c'est les principes. Parfois, tôt ou tard, il y a quand même quelque part un ennemi qui surgit. Pour l'instant, j'en ai pas encore entendu qu'il y avait le problème. Donc, ça, c'est vivace. On va couper régulièrement une tige, un petit peu comme les ciboules. On coupe par-ci, par-là une tige et on laisse les autres se développer. Il ne faut jamais, à mon avis, c'est peut-être mieux de ne pas tout couper à la fois pour que la photosynthèse continue. Parce que c'est par les feuilles que la photosynthèse fonctionne. Donc, c'est une vivace, je dirais quelques années. Ça ne va pas être vivace pour 10 ans, je pense, 2 ans, 3 ans. Après, vous laissez monter en graines, il va se ressemer éventuellement, ou vous prenez les graines, vous le refaites, ou vous prenez un sachet de graines ici, pour vous c'est encore mieux. Comme ça se liquide plus facilement. Voilà. Donc 53 050 à 53 060 pour la cébette. Le persil en conteneur de préférence, puis repiquer un par un. Le persil ne gèle pas, mais il faut chercher la variété qui convient à son jardin. Ici, il y a pas mal de variétés, c'est de 119 000 à 120 000. Mais entre deux, il y a plein de petits numéros. Donc, ça ne gèlera pas. Donc, cherchez la variété qui convient à votre terrain. Parfois, il y a des sortes qui seront nettement plus beaux que d'autres. Et chez le voisin, parfois à 200 mètres, c'est une autre variété. Donc, et l'emplacement, même dans le même jardin, l'emplacement aussi. Oui, c'est la même chose, quoi. Donc, parfois à 5 mètres de place. Ouais. Voilà, donc le persil, 119 à 120. Céleri à couper.
Ça marche très bien aussi, donc on aura très vite au printemps déjà des feuilles qu'on peut couper quand on fait des moules ou quand on fait la soupe. Il faut préférer cette verdure-là à la verdure de céleri rave. Céleri rave a une verdure légèrement toxique, donc si on en mange de trop, c'est pas très conseillé. Le rave, non, mais les feuillages, oui. La même chose, les tomates et les pommes de terre, le feuillage est toxique, donc, mais pas la pomme de terre si elle n'est pas verte, et pas la tomate si elle a eu le temps de mûrir. Pour ça aussi, ça je n'ai pas encore dit, ne cueillez pas vos tomates avant qu'elles sont mûres. Il faut au moins qu'ils ont changé un peu de couleur. Alors là, ils vont continuer à mûrir, mais le goût ne sera plus le même non plus. Mais il faut absolument la photosynthèse, donc ne coupez pas les feuilles, s'il vous plaît, ne coupez pas les feuilles, sauf les feuilles abîmées au sol. Parce que ce sont les feuilles qui prennent la photosynthèse et qui font que la tomate va se mettre à mûrir et qui va donner du goût. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a plus de goût. Il n'y a plus de photosynthèse, c'est comme si que vous les cueillez, vous les mettez de côté. Donc, coupez le moins possible les feuilles. Bon, bien sûr, tout ce qui est maintenant en hauteur, là, qui commence à fleurir, ça ne va plus rien donner. Donc là, on peut éventuellement couper un petit peu, il ne faut pas se laisser envahir non plus. Mais laisser le plus possible de feuilles. Et cet été-ci, c'était aussi pour protéger les tomates contre les coups de soleil. Parce qu'il y a beaucoup de tomates qui ont eu des coups de soleil et il n'y avait pas de feuilles au-dessus. Oui. Donc du coup, moi j'ai eu des plantes qui sont tombées et il y avait plein de tomates vertes dessus, donc j'avais trop mal au cœur de les jeter et je me suis dit je vais les prendre et je vais attendre qu'elles rougissent, mais en fait ça sert à rien. Ah non. Ouais. C'est mieux pas. C'est mort. C'est mieux pas. Ouais. Donc à la limite, si elle tombe et qu'elle n'est pas complètement cassée la tige, tu essayes de la redresser ou tu la laisses coucher. C'est peut-être, si elle ne gêne pas, c'est peut-être mieux que de couper les tomates. Alors, Oui, c'est ce que j'ai dû faire. prendre avec la racine et suspendre à l'envers, ça marche bien. Ça peut marcher aussi. Pour les dernières. Ça c'est intermédiaire, donc ce que Brigitte a dit, c'est vrai, qu'en fin de saison, au lieu de les cueillir, on tire, bon peut-être pas avec les racines, moi je couperais pour que les racines restent dans le sol, pour nourrir le sol, et on les fait suspendre avec la verdure, qui va encore diffuser un tout petit peu de sève quelques jours. Donc c'est mieux que de les cueillir, mais c'est encore aussi mieux de ne pas devoir faire ce genre de choses. Mais bon, c'est faisable. Je ne sais pas s'il y a des questions encore sur les tomates. Bon, les tomates vertes, parce que maintenant ça se fait un peu partout. En Espagne, surtout, ça est venu de l'Espagne au début. On faisait de la confiture de tomates vertes. Mais ce sont des tomates vertes qui sont des variétés vertes et qui sont mûres. Oui. C'est pas avec les tomates non mûres qu'on fait de la confiture. En ajoutant du sucre, on verra peut-être pas la différence du goût, mais on va avaler plein de choses toxiques. Surtout pas donner ça aux enfants, aux petits-enfants. Parce que vous allez lui donner une tartine empoisonnée à ce moment-là. Bon, il va avoir une bonne diarrhée, il ne va pas nécessairement mourir, mais bon, il vaut mieux éviter quand même. Faire attention pour leur foie. Et le foie, oui, ça peut donner des conséquences si c'est régulier, si c'est tous les jours au matin et à 4 heures une tartine, ça peut donner des conséquences éventuellement à long terme, à plus long terme. Voilà. Donc la même chose avec les rumex et les oseilles. Les plantes doivent être jeunes, malgré qu'elles sont vivaces et qu'elles peuvent rester 10 ans, certains en place, mais ils concentrent l'acide oxalique et à ce moment-là, ça devient plus tellement bien de les manger. Donc il faut de temps en temps, une fois, renouveler la plantation. Bon, ici, je vais en parler tout à l'heure, mais j'ai fait exprès parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Ça, c'est l'épinard patience. L'épinard, c'est un rumex. Un rumex, pas un limex. Un rumex, donc ça, c'est la patience. Ça donne des feuilles comme ça. Donc, on tire tout en dehors de la nervure et on les
cuits comme des épinards. Donc c'est un épinard qu'on a un peu hors saison des autres épinards. Que maintenant, ça c'est une feuille que je viens de cueillir. Donc maintenant, on pourra, dans 3-4 jours, parce que ça pousse relativement vite, dans 3-4, surtout avec la pluie qu'on a eu, dans 3-4 jours, on peut manger des épinards. Tandis que les épinards autres, on vient de les semer ou on va commencer à les semer. Donc voilà, c'est intéressant pour donner aux poules, j'aime bien, les poules les aiment bien. Si on en a trop. Mais si vous avez un petit ménage qui ne mange pas des épinards tous les jours, avec 2-3 pieds dans votre jardin, vous allez avoir suffisamment pour faire 5-6 fois des épinards. Après, il y aura d'autres épinards, etc. Il y a des graines ici? Il y a des graines ici, donc je vais donner le numéro maintenant. Donc c'est le 112 000. Et il est aussi, parce qu'il est dans 2 rubriques, il est dans les oseilles, dans les oseilles et dans les épinards, donc dans les rumex, au 69.060. Ça se peut que l'une boîte est vide, mais qu'il y en a dans l'autre. C'est pour ça que je le dis, et je pense que c'est le cas. Il y en a dans l'une ou dans l'autre boîte. Normalement, il y en a, parce que ça, on a mis des nouvelles graines pour l'hiver et assez bien. Alors, les semis logiques du mois, quoique la logique devient difficile, la météo change tellement. Moi j'ai l'impression qu'on peut un petit peu retarder, donc tout ce que j'ai dit urgent, ça devient peut-être normal. Et surtout avec la météo qu'on a connue cette année-ci, tout ce qu'on a semé va quand même lever que maintenant, si c'est dehors. Si c'est en barquette ou en alvéole ou en pot, c'est autrement, parce que bon là on va donner de l'eau, etc. Mais en semer sur place, en pleine terre, de toute façon cette année-ci, ce n'est qu'à partir de maintenant que ça va lever. Voilà, donc les semis auparavant, normal à cette période-ci. Donc la plantation des petits oignons, c'est à partir du 15 septembre, donc ils sont juste arrivés à temps. Bon, à partir, le 15 octobre, ça marchera aussi, mais ils seront un peu moins gros. C'est logique qu'ils auront eu un mois de moins de culture. Donc en serre ou en pleine terre, comme chaque fois, les oignons, ils doivent vous voir quand vous avez fini de les planter, et vous devez les voir aussi. Peut-être protéger un peu, parce que certains oiseaux, ils vont tout tirer dehors, ou un chat qui va gratter. Donc au départ, avant qu'elles se sont enracinées, peut-être mettre quelque chose un peu au-dessus, qu'ils ne vont pas pousser en travers, parce que là, si vous tirez, vous avez tout avec. Mais un filet anti-insectes là, très fin, ça devrait aller, ou un filet protection d'hiver, ou autre chose. Pour les oiseaux, si vous avez des branchages, vous pouvez les mettre sur la ligne. Les oiseaux vont beaucoup moins vite aller chipoter là-dedans, et les chats aussi vont aller à côté, où il y a des choses plus intéressantes, ou plus faciles pour eux. Voilà, donc en serre, ça va très bien, et dehors, ça va très bien. Si c'est dehors et que vous avez un terrain fort humide et qui risque d'être par moments un peu inondé, il faut faire des légères buttes. Une butte, je dirais, il ne faut pas faire une petite butte, faites plutôt une butte d'une vingtaine de centimètres à une dizaine de centimètres de haut, et vous les plantez dessus. Pourquoi pas les petites? Parce qu'avec les grosses pluies, avec les oiseaux et tout ça, ça va s'étaler et la butte sera disparue. Une grosse butte va déjà convenir un peu mieux. En même temps, ça va irriguer un petit peu si vous faites dans le bon sens. Donc, si vous êtes fermier, il ne faut pas faire dans le bon sens que ça va chez les gens. Mais pour un petit jardin, dans le sens que ça va faire le chemin, peut-être, ou ce que ça peut s'écouler par après, c'est peut-être une façon aussi de faire que votre terrain est un peu moins longtemps inondé. Alors, que peut-on encore mettre en serre actuellement? Donc, il y a des semis et des plantations. Donc, là, on peut voir que la serre est pratiquement
débarrassé de toutes les anciennes cultures de tomates, de poivrons. Bon, que suis-je occupé d'installer dans la serre? Ah ben, on peut voir ici déjà des oignons hâtifs, des oignons d'hiver si on peut l'appeler ainsi. Donc d'habitude on a des oignons qui s'appellent radar. Ici cette année c'est une autre variété. Ça s'appelle Shakespeare. Donc bon, ça doit, si c'est comme le poète anglais qui a eu beaucoup de succès au XVIe siècle, ben, on aura peut-être des oignons aussi en conséquence. Précédemment c'était radar et encore avant on a eu une variété presto. Donc bah, tout ça ce sont des oignons en bulbille que l'on peut planter. Donc ici je les plante en serre. Pourquoi? Parce que ça donne vraiment des résultats garantis en serre. Donc comme tous les aliacées, on sait que ça craint un peu l'humidité. Pas tellement le froid, mais plus l'humidité. Et associé au froid, alors là, on risque quand même d'en perdre si on les plante à l'extérieur. Mais en principe, on peut aussi les installer à l'extérieur pour les gens qui n'ont pas de serre. Donc on peut très bien les mettre aussi en serre, à l'extérieur. Il suffit de les planter sur une butte pour éviter que l'eau ne stagne, que l'humidité ne stagne au niveau des racines et du bulbe. Et ici même en serre, j'ai fait une légère butte. Donc on peut voir ici, voilà, j'ai fait une butte ici assez large avec une double rangée, voilà, d'oignons. Bon, c'est plus ou moins espacé de entre 15 et 20 cm. Donc ici c'est, je crois que c'est 17 cm. Voilà, et en quinconce. Donc sur une petite butte. Alors j'ai fait une deuxième butte un bon 80 cm plus loin, avec également une double rangée d'oignons. Alors entre deux, donc je n'avais pas encore couvert le semis pour que vous voyez bien. Voilà, ici j'ai semé des graines de mâche, et là aussi. Donc ça veut dire que il y a deux rangées de mâches entre chaque butte d'oignons. Alors, et alors entre deux, il y a encore un espace. Alors, que va-t-il se passer? Donc, en premier lieu, il y a la mâche qui va germer, pousser et pousser tout l'hiver. Donc, on consommera donc ces deux rangées de mâches ici durant tout l'hiver. Les oignons, eux, resteront au moins jusqu'au mois de juin. Donc pour les récolter. Donc on peut commencer à les récolter même au mois de mai, au besoin. Et alors, très tôt au printemps, donc fin février, début mars, en fonction de la météo, je viendrai semer ici au centre, entre les deux rangées de mâches, qui seront peut-être déjà en partie consommées ou complètement utilisées. Et je viendrai semer des carottes hâtives, donc des carottes à forcer. Donc genre carottes d'Amsterdam ou touchon. Et je vais faire ainsi plusieurs rangées de ce module-là. Donc oignons, mâches et après carottes. Donc je vais au moins utiliser les 2/3 de ce côté-ci de la serre. Donc j'ai ici encore des oignons en suffisance et j'en planterai aussi dans l'autre serre
plus grande serre et je ferai à peu près pareil. Bon, on n'est pas obligé de mettre non plus uniquement de la mâche. On peut aussi semer entre deux, maintenant, des laitues toute saison. Donc semer comme ça en large bande et pouvoir utiliser la jeune laitue en cours d'hiver. Donc ça nous fera un apport de verdure pendant cet hiver, donc de jeunes laitues qui éventuellement pourraient être repiquées en fonction de leur pousse. Donc si l'hiver est plus doux, ben, ça poussera plus vite et on pourra en repiquer à un autre endroit, par exemple ici de l'autre côté. Et là, en principe, viendront l'année prochaine la culture des tomates. Alors, on ne va pas non plus laisser cette bande de culture, cette bande en serre inoccupée. Ici, on pourra venir repiquer soit des laitues qui ont été semées à l'extérieur, des scaroles ou des endives frisées. Donc, si on a encore des plants à l'extérieur, on vient les repiquer ici. Donc, on aura, une culture décalée par rapport à ceux de l'extérieur. Et si jamais le temps se gâte et commence à geler, on peut aussi enlever les scaroles et les endives qui sont à l'extérieur avec une motte de terre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, ce sont déjà des scaroles assez grandes, mais à un autre endroit du jardin, on a des scaroles un peu plus petites qui pourraient très bien être prélevées avec une motte et être repiquées en serre avant les premières gelées. Là, on va former la petite butte pour y implanter les petits oignons. Donc on ramène un peu de terre, amonceler un peu la terre et bien affermir le sol. Donc c'est vraiment léger, hein, la butte. C'est en cas d'arrosage, parce qu'on il faudra quand même un coup arroser de temps en temps pour la mâche, etc. Et pour garder l'humidité dans la terre également. Donc ça permet l'écoulement de l'excès d'humidité. Donc un oignon n'aime pas trop stagner dans l'humidité. Alors ici, je coupe les petites extrémités des oignons parce que parfois si un oiseau rentre dans la serre, puisqu'on ne ferme pas complètement la serre non plus en ce moment, donc parfois lorsqu'il y a la petite tige sèche là, l'extrémité du bulbe dépasse, ça permet de la gripper et de jeter les bulbes hors sol. Et pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'au niveau des racines, il y a souvent quand même des vers de terre qui viennent rôder autour des racines et voilà, ça leur permet de trouver de la nourriture facilement. Voilà, implantation en quinconce. Voilà, l'oignon d'hiver est légèrement plus cher quand même à l'achat. C'est quand même une sélection spéciale pour cette culture hivernale. Donc
Bon, ici, en achetant, en faisant un achat groupé, ben, ça me revient à 1 euro pour 250 grammes de bulbe. Et ben voilà, on va continuer ainsi. Ben là au moins un peu au-delà de la poirée. Et alors dans le fond de la serre là-bas, je compte mettre des choux. Donc chez moi j'ai des choux blancs, des choux hâtifs de Malines, choux-fleurs. Et quelques choux de mai, choux de Savoie. On mettra quelques plants là-bas. Donc tout ça, ça poussera tout l'hiver et le début du printemps. Ensuite, voilà, les choux seront récoltés quand même bon, à partir du mois de mai aussi, juin. Comme j'ai dit, la mâche sera consommée durant l'hiver, au fur et à mesure. Les oignons au mois de juin. Donc rien ne nous empêche de venir ressemer des choses entre deux. Donc là, entre les mâches, semer des carottes. Et ensuite, aux endroits où les oignons auront été récoltés, on pourra venir repiquer au mois de mai, juin, nos poivrons, aubergines. Donc c'est toutes des plantes un peu plus tardives que les tomates, n'ont pas besoin de beaucoup d'eau non plus. Donc il y aura des espaces entre deux pour revenir repiquer ça. Ça ne nous empêchera pas de récolter encore nos carottes. Et voilà, les poivrons, aubergines vont pousser à leur rythme. Donc, et entre-temps, on aura récolté tout ce qu'on aura planté ici avant l'hiver. Donc voilà. Utiliser sa serre au maximum. Donc ici, je pense que je vais encore semer un peu de laitue entre les rangées d'oignons. Donc ça permet d'avoir de jeunes laitues pendant l'hiver et au printemps. Ben voilà, on va continuer ça. Donc voilà, ici, toujours nos choux-fleurs, choux blancs, etc. Voilà, donc ben ici ça pousse bien. Donc nos petites laitues, ben, bien sûr c'est l'hiver, hein, ça pousse à son rythme. Mais voilà, j'avais repiqué ici des laitues Appia. Et voilà, elles sont bien reprises. Donc ici, ben, on a encore quelques plants, beaux plants à repiquer. Et voilà, et ici c'est la première rangée à droite, c'est la reine de mai. Donc ici. Et ici c'est l'Appia. Donc l'Appia, elle convient vraiment bien à la culture d'automne-hiver. Donc une laitue qui passe encore bien l'hiver. Ben, évidemment un peu à l'abri, hein, donc en serre ça marche bien. Elle n'aime pas trop la chaleur et c'est une laitue, bon, assez connue évidemment, mais allez, c'est l'idéal pour cette période-ci de l'année. Ben ici, on peut voir les oignons d'hiver, donc Shakespeare, donc voilà, ici, là. Donc voilà, ça pousse bien. La végétation c'est déjà bien développé. Alors entre deux, j'avais semé de la mâche, et la mâche de Hollande. Voilà, tout ça, ça sera pour manger plutôt, allez, je dirais, à partir de fin janvier, février. Donc, quoique c'est déjà bien développé, hein, quand on voit ici. Voilà, il faudra peut-être entre-temps éclaircir entre deux et consommer ce qu'on a tiré en éclaircissage.
et ça permet un meilleur développement aux autres plantules. Ben, je ne sais pas si vous entendez, mais ben, voilà, il y a à nouveau une petite pluie. On entend sur la bâche de la serre. Alors ici, ici j'ai encore des laitues aussi, donc c'est des semis qui ont été faits, je pense que c'est en octobre, fin octobre, ou même début novembre, je m'en souviens plus. Et voilà, ici, voilà, la laitue lilloise, et ici une Batavia. Donc là, elle est belle aussi. Et ici la roquette. Et ici la Mizuna. Feuille dentelée. Donc ça on peut manger à couper quoi en fait. Et ajouter dans les salades. Voilà nos petites endives frisées. Je crois que c'est des frisées de mots ici. Je ne sais plus trop. Ou bien c'est le président Wallon, peut-être, oui. C'est peut-être. Ici, ça doit être l'endive frisée wallonne, ou on appelle aussi président. Et peut-être que si, je pense que c'est peut-être bien la frisée de mots. Un peu plus petite. Voilà, ici quelques scaroles encore. Et alors, celle-ci ici, qui forme un peu comme une pomme, en fait. Ça, c'est vraiment la chicorée encornée. Donc, elle commence à tourner d'ailleurs. Et on peut voir la différence. Celle-ci, elle reste plate. Et là, ça forme une pomme. Donc, c'est plus tardif et ça. Donc ça aussi, ça sera pour plutôt la fin de l'hiver. Voilà. Donc ici, j'avais repiqué du cerfeuil. J'avais prélevé des plants du fond de la serre et repiqué ici. Ben voilà, c'est bien parti. Donc on aura deux belles rangées de cerfeuil. Là aussi, ça sera pour en cours d'hiver. Donc maintenant, les jours sont vraiment courts. Hein. C'est les jours les plus courts de l'année. Donc jusqu'au 21 décembre. Et alors on stagne un peu, puis ça commence à remonter. Voilà, aperçu de la petite serre. Donc fin janvier ici. Donc souvenez-vous, j'avais semé et planté ici des choses. Même avec Véronique, on avait planté ici des scaroles, des endives frisées. Donc c'était octobre, fin octobre-novembre, je pense, octobre. Et voilà, ça a bien développé. Donc on peut voir qu'on pourra bientôt les consommer. Donc on en a encore un peu dans la grande serre, donc qui ont été plantés avant. Donc ici, on va encore les laisser pousser, prendre leur plein développement. Donc et la mâche également devient belle. On consomme encore celle de l'extérieur et ensuite on va se rabattre sur celle-ci. On va un peu éclaircir, donc voilà, c'est un peu dense, donc on va enlever par-ci par-là les plus belles plantes pour laisser de la place aux autres pour se développer encore à la fin de cet hiver. Donc très vite au printemps, lorsque les températures augmentent, voilà, la mâche va pousser assez vite et risque de monter aussi. Donc le tout c'est de consommer à temps.
Dans le temps, on faisait des bouts d'hiver, donc on les plantait, on aurait pu, on ne faisait pas ça à cette époque-là. On aurait pu les planter sur les buttes éventuellement. Maintenant, de moins en moins on fait, et encore l'un ou l'autre vieux qui n'a pas peur d'avoir mal au dos, qui le fait, parce que c'est quand même un travail un peu lourd, hein, la bêche, enlever carrément Un ou deux paires de bêches. et le mettre au-dessus. Au printemps, il faut remettre en place. Disons qu'avec le recouvrement du terrain, avec tous les déchets de jardin, tout ce qui a été vivant, le terrain devient beaucoup plus souple et après quelques années, on n'a plus besoin de tout ça, on n'a plus cet argile en surface, hein. On commence à avoir une terre plutôt noire, presque du terreau par au-dessus. Hein. C'est à la longue, hein, les premières années qu'on occupe un nouveau terrain dans un endroit argileux, on n'a pas encore ça. Hein. Mélangé avec du sable dur. Ouais, maintenant il faut beaucoup de sable. Hein. Ben oui, Moi, je Ouais, c'est une possibilité, mais bon, il faut on l'a fait. un camion ou deux de sable, Non, mais pas. même pas. Non, de plus sac de 25 kg, mais on en surface. Hein. Ah oui, on sait pas, un Ça peu se fait à un la fois, petit ça peu, va. là. Ouais. Donc c'est une possibilité. Voilà. L'ail d'hiver, on ne l'a pas encore reçu. Donc j'ai dit tout à l'heure, hein, mais c'est la même chose. Hein, on va planter soit sur des petites alies, parce que l'ail en serre, c'est pas ça. C'est mieux, l'ail est mieux dehors qu'en serre. On peut en mettre un peu pour essayer. Si ça marche, tant mieux que vous. Vous pouvez continuer par après, mais souvent, c'est pas fort intéressant. L'ail non plus, comme les petits oignons et les échalotes qu'on plante maintenant, ne vont pas geler. Donc, sauf parfois les bouts. Quand ils gèlent très fort, ça se peut que le bout de la verdure va un peu geler, et après ça reprend. Bon, si on a le temps et on est équipé, on peut aussi les couvrir un petit peu avec des arceaux et mettre un voile d'hivernage ou quelque chose au-dessus, quand il prévoit vraiment des fortes gelées. Je ne dis pas s'il fait moins 15, bon, ça peut encore arriver, hein, parce que pendant des années, quand je disais toujours faites attention à vos dahlias, à vos ci, à vos ça, tout le monde commençait à rigoler de moi. Mais on a quand même eu, il y a déjà quelques années de ça, hein, 1 ou 2 hivers qu'on a eu vraiment quelques jours, et parfois même une semaine ou plus, des gelées très fortes. Hein. Ça peut revenir, hein. C'est le réchauffement du climat, mais le climat, il fait ça. Hein. Bon, voilà. Donc on doit s'y adapter, mais... Donc tout ça j'ai dit, les jets de but. Ouais. Donc aussi respecter une distance. Hein. Pour un oignon, il faut au moins minimum 5 cm l'un de l'autre, hein, parce qu'ils peuvent venir, s'ils viennent vraiment gros, 10 cm, donc ils vont déjà se toucher. Quand ils poussent, ils vont sortir. Il ne faut surtout pas aller les reins enfoncer dedans. C'est normal. Un oignon, l'ail aussi, les échalotes aussi, poussent sur le sol, pas dans le sol. Hein. Quand j'étais enfant, j'étais déjà un bon ado. Hein. Mon père était une fois opéré et c'était aussi un jardinier. Et quand j'allais le voir à l'hôpital, ah, tu planteras les petits oignons, hein, ils sont là, et tu les plantes là, etc. Quand il est revenu de l'hôpital, il a été au jardin. T'as pas planté les oignons? Ben, si, papa. Ben, ils sont où? Ben, là, maintenant, ils ne se poussent pas encore. Ben non, hein, il dit, j'ai dû tout déterrer, je plante. Il avait raison, mais bon, quand on ne sait pas, on pourrait croire qu'il faut enterrer. Après, on l'oublie pas. Hein. Ouais, après, c'est ça, j'ai plus oublié. Donc, pas d'engrais azoté aussi de préférence. Donc, pas de fumier non plus. On peut éventuellement légèrement pailler le sol. Mais alors avec un peu de paille ou quelque chose qui ne va pas se dégrader trop vite. Bon, c'est pour éviter le dessèchement, mais bon, en hiver, il y a quand même... Mais c'est toujours mieux de couvrir, même si on n'a pas le problème de sécheresse, c'est toujours mieux de couvrir son sol pour la vie du sol, parce que ça va protéger aussi tout ce qui vit à la surface contre les gelées. Ça va aussi un petit peu protéger les racines. Ils vont moins souffrir, malgré que ça ne gèle pas, mais ils vont moins souffrir du froid aussi.
Donc un petit peu de paille, un petit peu de foin, éventuellement, même du foin que vous avez fait chez vous. Hein. Ça peut que faire du bien. Et là, les éléphants, c'est maintenant aussi qu'il faut... Là, des éléphants, souvent on les met en octobre, mais on peut déjà les planter. Ils vont sortir quand ils auront envie de sortir. Bon, maintenant, la terre sera possible de travailler parce que eux, au contraire, se mettent à 5 à 7 cm de profond. Ah, il faut l'enterrer. L'ail des éléphants, on enterre. L'ail des ours peut être légèrement enterré aussi. Donc c'est pas la même chose que l'ail et les oignons et les échalotes cultivées. Et on peut le laisser en place? On là, peut les laisser en place, mais les têtes vont être un petit peu moins... les gousses seront un petit peu plus petites, Ah oui. éventuellement. Et après, mais souvent, il n'y a pas pour ça plus de têtes. Parfois, oui, les têtes se développent, et alors tu as plus petit. Mais ils peuvent très bien rester en place. Parce qu'il y a des gens aussi qui les mettent pour la décoration. Ouais, bah, Hein. moi c'est ça. Ouais. C'est pour la déco. Donc tu n'es pas obligé de les tirer, tu peux laisser les boules jusqu'à ce qu'elles tombent pour l'esthétique. Ça attire énormément les abeilles, les bourdons, etc. Donc c'est très intéressant. Et la fleur, contrairement à l'ail ordinaire, les petits oignons et les échalotes, la fleur n'est pas néfaste pour le pied. Donc les cailleux ne vont pas être plus petits parce qu'on a laissé les fleurs. C'est intéressant à savoir aussi. Parce que les autres, on va plutôt, quand ils montent, on va plutôt couper la fleur pour essayer de l'équipement qui continue un peu à pousser. Donc voilà. Excusez-moi. L'ail des éléphants, il faut les planter plutôt à exposition plein soleil ou peu importe? À mon avis, c'est mieux au soleil. Ok. Mais il va certainement pousser autrement aussi, mais il sera peut-être un peu moins vigoureux, un peu moins beau à l'ombre. Mais ça doit marcher. Mais il va préférer être au soleil. Alors, les fèves. Moi, Attends Inès, Oui. excuse-moi. Est-ce qu'on peut mettre déjà des échalotes On peut, oui. Et on n'en a pas commandé. Ben, on a commandé une paire d'années, là. Mais les échalotes qu'on achète qui ne viennent pas de France. Je ne suis pas raciste et je ne suis pas chauvin, mais en France, souvent, ils en passent dans des rayons pour qu'ils ne germent pas. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas repousser. Hein? Donc, quand on achète des échalotes, par exemple, dans un magasin bio, on peut très bien les planter ou chez un fermier qui les a cultivés lui-même, Ah oui, ou de son propre jardin. On peut en planter maintenant aussi. Et on va plus les manger en verre alors au printemps. Mais si on les laisse, moi j'en ai laissé, et j'ai eu des belles échalotes, même que c'était dans la serre. Oui, d'accord. Sinon, on les met au printemps. On les met au printemps aussi. Ouais. Mais c'est très intéressant pour avoir cette verdure qui est très bonne. On n'a pas la ciboulette et la ciboule moins aussi pendant l'hiver pour couper dans la salade ou dans le fromage blanc ou dans tout ce que vous voulez. Et là, c'est intéressant. On peut aussi faire, si on a trop d'oignons par exemple, des gros oignons, on plante un gros oignon, encore une fois presque à la surface, ses racines à ça dans le sol, et ça va donner aussi une grande verdure. Hein. Et après, il y aura même des petits oignons qui pourraient se former. Mais on coupe à fur et à mesure qu'on a besoin, pour mettre dans la soupe, pour mettre dans tout ce que vous voulez. Voilà. Donc les fèves. 71, donc 71, ça c'est compliqué. Hein. Point 50 à 72, 72.60. Moi je dirais que c'est peut-être plus intéressant si c'est pour manger au printemps, mais mettez-en quelques-unes par-ci par-là dans les coins perdus, si vous avez des coins perdus, pour avoir des coccinelles très tôt dans l'année. Donc vous allez avoir très vite des pucerons noirs qui ne vont pas aller sur les autres légumes. Et les coccinelles auront à manger, et quand ils ont à manger, ils se reproduisent. Dans la nature, c'est comme ça. Hein. Quand il y a beaucoup de nourriture, les animaux se reproduisent parce qu'ils savent qu'eux, ils vont savoir nourrir leurs jeunes. C'est pour tous les animaux, c'est comme ça, hein, dans la nature. Hein.
Et s'il n'y a pas beaucoup de nourriture, ils essayent de limiter pour que il y en a qui savent survivre et qui ont suffisamment à manger. Voilà, donc je dirais, pour manger, attendez, éventuellement au printemps, quoique en principe ça ne gèle pas non plus. Mais bon, c'est beaucoup de suivi pendant tout l'hiver pour peu de différence en résultat. Je sais bien, Gilbert, il préconisait, il faut mettre avant l'hiver, il faut mettre avant l'hiver. Mais par expérience, je dirais ça marche, mais c'est peut-être pas nécessaire. En pleine terre ou En pleine terre. direct? Bon, en serre, ça peut peut-être marcher, j'ai jamais essayé, mais bon. Faut peut-être pas essayer non plus d'avoir vraiment les pucerons en serre, mais quoique logiquement ça va pas aller sur les autres choses, peut-être sur les haricots, peut-être, parce que c'est la même famille, mais je sais pas. Alors, les féveroles, ça c'est des petites fèves qui peuvent se manger aussi, donc les graines peuvent se manger aussi quand ils ont été trempés, un peu comme les autres fèves, quand elles sont séchées, et 48 heures dans de l'eau, et après les cuire, quoi. Sinon, les autres fèves, on les mange comme les haricots verts, éventuellement. On les mange aussi avant qu'elles sèchent en grains. À ce moment-là, quand on les met dans l'eau bouillante un petit peu, on sait facilement enlever la peau et on mange l'intérieur. C'est délicieux, hein. C'est quelque chose à découvrir pour celui qui ne connaît pas. Donc la févrole, c'est plus un engrais vert, parce que c'est, encore une fois, comme les petits pois, les haricots. Et les fèves, ce sont des légumineuses. Donc, ils prennent l'azote de l'air. L'air est composé de beaucoup d'azote. Et ils le fabriquent, l'engrais, par leurs racines. Donc, ça, j'ai déjà expliqué. Sûrement qu'on en reviendra plus tard aussi. Les pois. Donc, on peut éventuellement essayer les petits pois. Encore une fois, dehors, je trouve que c'est beaucoup de travail pour peu de choses. Mais en serre froide, ça peut marcher. On peut encore mettre même des petits pois, mais ça vient un peu tard, pour encore les manger avant l'hiver. Celui qui aime bien ça peut essayer. Tout ça dépend l'hiver, s'il vient tôt ou tard. Les petits pois vont peut-être pas nécessairement geler, mais ils vont plus se développer. Ils vont se mettre en dormance et ça sera foutu, quoi. Mais en serre froide, ça peut encore bien aller, à condition qu'on a de la place. Donc les pois, à ce moment-là, si c'est pour manger avant l'hiver, on peut mettre toutes sortes. Si c'est pour manger après l'hiver, c'est mieux peut-être les grains ronds. Quoique moi, j'y crois pas trop la différence entre les pois ronds et les pois ridés. Les pois ridés sont souvent meilleurs de goût, plus sucrés que les poirons. Il y a une petite différence, mais on n'a plus les hivers non plus comme dans le temps. Dans le temps, tous les hivers, il faisait froid. Maintenant, c'est de temps en temps. Moi, je fais moins de différence entre les deux. 132 000 à 142 070. Pour information, je ne connais pas les numéros par cœur, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu il y a 15 jours et dit « Je suis épaté que tu sais donner tous les numéros. » Je dis « Écoute, ils sont notés. » Ils sont notés, bien sûr. Ça, c'est pas toujours tenir sa tête. Ben, Gilbert connaissait beaucoup de numéros, mais lui était là-dedans jour et nuit presque pendant 3 mois. Hein. Voilà. Maintenant, on délègue un petit peu les postes à l'un et à l'autre. Voilà. Les épinards, donc c'est à partir de maintenant, parce que tout ce qu'on a essayé avant, ça n'a sûrement pas trop marché. C'était trop sec et trop chaud. Donc ça, c'est en dessous de 20 degrés de préférence, parce que sinon, ils ne germent pas. Il faut de l'humidité et de la distance. Ou bien on fait une ligne serrée et on coupe très jeune. Il y en a qui, dans le temps, ont travaillé comme ça. Moi, je dis, laissez au moins 20-25 cm entre chaque plante et vous allez avoir des très beaux qui ne vont pas devenir avec de l'oïdium, donc ils ne vont pas avoir le blanc et ça va très bien marcher, à mon avis. On peut les démarrer dans les petits basiles.
On peut éventuellement les mettre dans des petits pots ou dans les petits alvéoles, là. Ouais, ça peut marcher parce qu'on en met quand même souvent assez bien. Hein. Donc les alvéoles, pour ça, peuvent servir, même une plaque entière, si vous êtes amateur d'épinards, ça peut marcher. Il y a des fines graines et il y a des graines piquantes, les grosses graines, qui ils sont un petit peu différents au niveau du goût et surtout aussi du rapport de ce qu'ils vont rapporter. Voilà. Ils servent aussi comme engrais vert. C'est un très 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 bon engrais vert. Il faut savoir que ça fait des racines de 2 à 3 mètres de profond. Donc vous avez une petite plante comme ça, c'est quelque chose. Hein. Donc les racines, on va plutôt couper à ras du sol. Les racines restent dans le sol, ils vont faire du drainage parce qu'ils vont se dégréger, être mangés par soit les vers de terre, soit éventuellement les bactéries et tout ça. Donc ils vont laisser des petits canaux où ce que l'eau va plus facilement savoir pénétrer. La verdure, on va la faucher et la laisser sur le sol, là ou ailleurs, où ce que ça vous arrange. Et on peut les manger aussi, hein, les engrais verts, parce qu'ils sont dans les deux. Hein, ils sont dans les épinards ordinaires et ils sont dans les engrais verts. Donc les numéros maintenant. 69010 et les piquantes, donc, et plus, hein, donc il y en a toute une série. Hein, jusqu'au 60. Et le 69050, ça c'est ceux à graines piquantes, à grosses graines. Et là, ça va bien pour mettre dans les alvéoles. Hein. Donc on a des grosses graines qu'on place dans les fines graines, c'est déjà plus difficile. Alors, en engrais vert, la différence c'est que les sachets là sont double en quantité que là. Donc si c'est pour manger et qu'on n'en a pas besoin beaucoup, on l'aura en moitié prix en prenant un sachet là. Avec un sachet là, on peut aussi semer plusieurs fois. Et ça se conserve combien de temps, les graines? Ben ça, il faudra regarder dans le catalogue. Je ne saurais pas le dire. Ah ouais. Je ne saurais pas le dire comme ça de tête. Je ne vais pas dire n'importe quoi, donc il faut regarder dans le catalogue, ça doit être marqué. Donc ceux d'Angleterre, en anglais vert, c'est le 259.006. Et ceux d'Amsterdam, c'est le 259.005. Bon, maintenant, si vous connaissez bien le néerlandais, achetez ceux d'Amsterdam. Si vous connaissez mieux l'anglais, achetez ceux d'Angleterre. Parce qu'à mon avis, ils se ressemblent tellement fort qu'on ne voit pas la différence. Voilà. Donc, même si on met comme engrais vert, on peut aller couper pour faire... les deux, quoi, hein, engrais verts et légumes. Hein. Les oseilles, donc le rumex, contiennent de l'acide oxalique, donc on ne va pas en manger tous les jours, et surtout pas donner de l'engrais azoté, parce que c'est ça qui va encore donner plus d'acide dans la plante. Là j'ai parlé déjà de la patience, donc et les autres oseilles et rumex aussi, il faut de temps en temps renouveler les plantes, même si elles sont vivaces, pour éviter justement, parce qu'ils emmagasinent en fait cet acide, et alors elles deviennent de plus en plus acides, et aussi au goût elles vont être plus acides, quoi. Mais bon, pour faire une bonne sauce, si on veut une fois manger certains poissons ou des anguilles, une bonne sauce à l'oseille, c'est pas négligeable quand même. Mais bon, des anguilles, on ne va pas manger tous les jours non plus.